Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Bonjour chers frères et sœurs. Pour ne pas rater notre rendez-vous de ce jour, j'ai tenu à vous parler pendant que je suis en déplacement. Je me suis mis dans un parking pour chercher à vous parler. Alors, il faut que vous sachiez ceci. On continue de parler de la mort d'Alassane Ouattara parce que Macron retire son soutien à Ouattara. Il ne s'agit pas de dire que oui, nous avons peur du soutien de Macron. Non. Parce que Macron est lié. Macron ne se retire pas parce qu'il n'aime pas Téné Birahima ou il n'aime pas Alassane Ouattara. Macron ne veut pas faire la fin. Il ne veut pas faire la fin de Sarkozy parce que son mandat est arrivé à terme. Ils n'ont pas pu s'implanter au Mali, ils n'ont pas pu s'implanter au Burkina Faso pour effacer les preuves de Damiba contre Macron. Parce que contre Sarkozy, nous avons eu des preuves des présidents précédents comme Kadhafi et le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, contre Macron, nous avons des preuves qui nous sont données par Damiba. Et ces preuves sont liées aussi à Téné Birahima Ouattara. Donc Macron ne veut pas se voir, après son mandat, être poursuivi comme Sarkozy a été poursuivi, être emprisonné comme Sarkozy a été emprisonné. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est bien informé de tout ce qui se passe. Et je voudrais vous laisser ici des témoignages de ses collègues, de ses conseillers, de ses conseillers français qui parlent des preuves que le président Laurent Gbagbo a concernant Alassane Ouattara, concernant Sarkozy. Écoutez ces preuves-là. En prison 2012, donc ça fait pratiquement 8 ans, enfin 7 ans. Bon. Mais juste racontez-nous, il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait ce procès a duré donc 6 ans, 7 ans, et vous l'avez suivi bien sûr, et en fait qu'est-ce qui s'est passé et comment on est arrivé de l'inculpation de crimes contre l'humanité? C'est pas rien que crime contre l'humanité, c'est quelque chose, hein, on l'a fait pour le Rwanda, etc., on l'avait fait pour le Nuremberg, et puis là, acquitté. Qu'est-ce qui s'est passé et on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin on peut le raconter. Oui, c'est d'autant plus intéressant d'expliquer la genèse de tout ça, qu'il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les affaires africaines, et je dirais les affaires de la France en Afrique. De la France-Afrique, oui, d'accord. Enfin, entre autres. Il paraît qu'elle a disparu. On s'aperçoit avec le dossier Gbagbo qu'elle n'a pas disparu. Parce qu'en vérité, le dossier qui a été bâti pour accuser Laurent Gbagbo, je dis bien bâti, a été monté pour se débarrasser d'un homme politique africain qui est très différent des autres, franchement différent des autres, qui est de façon exacerbée démocrate, qui a payé toute sa vie pour ses idées, ses convictions, à mesure où depuis l'âge de 20 ans, il est allé 3 fois en prison. La dernière fois, c'est à La Haye. Mais à l'époque, c'était au début. Vous dites qu'il est... C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. Il est plus démocrate. Et il est intègre. Vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain. Oui, des roitelets, etc. Du roitelet, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous... nous Français. Nous Français. Nous la France, quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis
pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport, il est très francophile, il faut le savoir, c'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon, il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française, son fils est français, Michel. Bon, donc le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État tel qu'on le conçoit en France. Indépendant, d'un pays indépendant, oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée, parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus raconter tout ça d'ailleurs. Oui, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc il a, disons, favorisé son ami Ouattara, il s'en cache pas, et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des missions économiques, notamment au Qatar. Donc vous voyez, tout ça fonctionne très bien entre amis. Et Gbagbo ne s'est jamais inscrit là-dedans. Gbagbo n'est ni franc-maçon, ni il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il n'appartient à aucun club, il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. C'est grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui, on finit en prison. Enfin, en tout cas lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté, je fais très court, mais tout est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin, financé par Alassane Ouattara, et il y a des preuves, et armé et accompagné par des militaires français, et il y a des preuves. Donc c'est plus contesté. Donc le coup d'État se fait, il y a beaucoup de morts, on parle des morts aujourd'hui des victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans cette occupation, et massacrent tout le monde. Enfin il y a eu des massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça. Et ensuite réussit à faire la paix avec les rebelles, je le signale parce qu'il a fait un nombre incalculable de conférences avec les rebelles, à Accra, à Lomé, à Ouagadougou, à Paris. Bon, il prend Guillaume Soro, chef des rebelles, comme Premier ministre, plus démocrate, tu meurs, et il prend des ministres chez les rebelles, donc pour la paix dans son pays. Et il fait une amnistie après ces troubles. Et ensuite, on attend, et la France attend, qu'elle est toujours là dans le jeu, qu'il y ait des élections, de nouvelles élections présidentielles. Elles ont lieu en 2010. On dit que Gbagbo n'en a pas voulu avant, mais c'est un pays qui est plus de la moitié occupé, avec des gens en armes, donc c'est très difficile. Même pour le recensement, je veux dire, c'est difficile. Donc finalement, elles ont lieu en 2010. Le plan est préparé de longue main pour qu'il dégage. Le résultat est contesté des élections. Alors on pourrait s'attarder dessus, parce qu'aucun journaliste français n'a vraiment étudié le scrutin. Moi oui, et d'autres, quelques-uns, oui, mais Gbagbo a gagné sous votre responsabilité, François. Gbagbo a gagné les élections. Et l'ONU a décidé que non, parce que je ne connais pas de pays où c'est l'ONU qui prend la place du Conseil constitutionnel pour valider le parce qu'il a trouvé, l'ONU a trouvé que les élections étaient truquées, que les scrutins étaient truqués, etc. Enfin, j'imagine. Il y avait un plan, on parle de plan, on reproche à Gbagbo d'avoir ourdi un plan
pour rester au pouvoir. La vérité, c'est qu'il y a eu un plan pour le chasser, le dégager. Alors qu'est-ce qui... Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque. Dans tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Houphouët-Boigny l'appelle en 90, tous ces actes sont posés en tant que voltaïque ou burkinabé. La deuxième imposture, c'est que quand il est Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, il n'est là que pour l'acte économique. Même Bédier dit dans ses mémoires, il n'avait pas à s'occuper de notre héritage, il était burkinabé. À l'époque de la présidence de Houphouët-Boigny. À la mort d'Houphouët, il a même essayé, et j'explique comment, il a voulu violer la Constitution une première fois, puisqu'il a voulu contourner l'article 11 en créant un conseil des sages avec M. Yassé. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire quand il était appelé par Houphouët-Boigny. Mais ce soir, Bernard Oudin, on a un Alassane Ouattara réélu président de la Côte d'Ivoire dès le premier tour, avec un score qu'on pourrait dire africain, on disait ça autrefois, 83,7% des voix. Là aussi, vous dites, c'est une imposture ou cette élection vous paraît quand même légitime? Là, on a dépassé l'imposture, on est dans la forfaiture. Dimanche, tous les observateurs, en particulier les journalistes, et je m'en réfère aux journalistes français qui étaient à Abidjan ce jour-là, ont vu la vacuité de cette élection, ont vu le vide dans les bureaux de vote, et on nous annonçait 4 taux de participation entre lundi matin et mercredi matin. On est passé de 40 à 45 à 60 puis à 52. On est un peu au-dessus de 50 finalement. On est autour de 15. Dans la dernière version. On est autour de 15 pour être très sérieux. Oui, mais cela dit, vous remarquez que les adversaires principaux de M. Ouattara dans ce scrutin ont reconnu leur défaite et son élection. Non, aucun adversaire principal de M. Ouattara était dans l'élection. Les adversaires parmi les candidats. Parmi les candidats, il y avait des candidats qui étaient des faire-valoir, qui n'étaient que ça, en particulier l'ex-représentant du FPI, puisqu'il n'est plus membre du FPI. Il n'est représentant du FPI que par la volonté de la justice de M. Ouattara, mais le FPI historique de Laurent Gbagbo n'était pas dans cette élection, avait annoncé le boycott avec l'accord du président Gbagbo, et c'est la grande majorité des Ivoiriens qui ont boycotté ce scrutin. Mais est-ce que vous sous-entendez, Bernard Oudin, qu'il y a eu un trucage des résultats, un bourrage des urnes? Enfin, il y a dans une élection. Il y a eu un bourrage du taux de participation, il y a eu une absence de gens dans les bureaux de vote. Je prends un seul exemple. Vos confrères de TV5 étaient présents à la clôture du scrutin dans le plus grand bureau de Côte d'Ivoire, qui est le lycée William Ponty de Yopougon. Il y avait 8000 inscrits. À 17h à la fermeture du scrutin, il y avait 1000 votants. Et on nous annonce à Yopougon 35 à 40% de votants. C'est une insulte à l'intelligence. Comment se fait-il qu'on n'entend aucune grande nation, à commencer par la France, dont on sait la proximité avec la Côte d'Ivoire, dénoncer ce soir ce scrutin? Ils ne le dénoncent pas dans la mesure où M. Ouattara les arrange, mais si demain l'opinion publique ivoirienne, d'une façon ou d'une autre, se lève contre ça, on risque d'avoir des réveils difficiles en France et en Afrique en général. Donc là, vous décrivez encore des restes, si je puis dire, ou des réminiscences même de France-Afrique assez cyniques et assez réelles politiques, y compris de la part de Paris. Ce ne s'est jamais arrêté. Vous pensez que ça ne s'est jamais arrêté? Sans Mme Ouattara, sans Mme Folleroux, qui rencontre Ouattara dans les années 80 et qui ensuite l'introduit auprès de Houphouët-Boigny, Ouattara ne fera jamais de politique en Côte d'Ivoire et Ouattara ne sera jamais président. Et elle a tout organisé. Elle n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire pour devenir la première dame. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire pour grimper dans la hiérarchie. Elle s'est bien imposée dans les milieux économiques et politiques ivoiriens. Elle a été très proche d'un certain nombre de dirigeants ivoiriens. Je les cite dans mon livre. Et son coup de maître, c'est de dire à Houphouët-Boigny au début 90, quand il cherche un Premier ministre, prends celui-là, il n'est pas ivoirien, il ne vous gênera pas pour la succession. Et tout par delà. Et juste après, quelques mois après, elle se marie avec lui et on connaît la suite. Aujourd'hui, en dirigeant ivoirien, je les cite dans mon livre, et son coup de maître, c'est de dire à Houphouët-Boigny au début 90, quand il cherche un Premier ministre, prends celui-là, il n'est pas ivoirien, il ne vous gênera pas pour la succession. Et tout par delà. Et juste après, quelques mois après, elle se marie avec lui et on connaît la suite. Aujourd'hui encore, vous diriez quelle est l'éminence grise du président Ouattara? Elle tient la politique ivoirienne parce qu'elle tient la classe dirigeante ivoirienne. Totalement. On a dit ça, vous êtes le conseiller de Laurent Gbagbo. Après avoir pris connaissance de ces preuves, il y a les preuves qui nous sont fournies aujourd'hui par Damiba au Burkina Faso.
je vous ai fait voir la vidéo de notre sœur. Et ces preuves sont exactes. Ils participent au festin. Ils ont toujours participé au festin organisé par les amis de Epstein. Et l'affaire bat son plein dans tous les pays du monde. Tous ceux qui sont liés à l'affaire Epstein sont traqués aujourd'hui. Et Macron ne veut pas être lié à cette affaire. Donc, le désir de Dominique Ouattara de vouloir faire passer son mari pour un mort et gouverner le pays à travers celui que Ahmed Bakayoko appelle le cancre, eh bien, il ne veut plus avoir sa main liée à ce type de choses. Et donc, il veut en sortir. C'est fort de cela que le président Laurent Gbagbo est en train de redynamiser son parti politique, le PPACI, en le transformant, comme je l'ai dit d'ailleurs, avec humour, en car express. Il n'y a plus d'arrêt. Quand on monte, on va jusqu'à la fin. Et il a dit que dans sa lettre, son but, ce n'est pas de nommer des gens qui ont des diplômes, qui ont des titres, mais des gens qui se battent pour le parti. Et il demande à la base de choisir les militants méritants pour les nommer à des postes de secrétaire général adjoint du district, par exemple. 3 noms qu'il va choisir. Ce qui veut dire que le président Laurent Gbagbo ne veut plus que nous soyons là à regarder les autres travailler. Il faut mettre la main à la pâte. Parce qu'il y a des gens qui ne font rien et après qui veulent être nommés. Parce qu'ils sont soit de la région, non, ça c'est fini. Le président Laurent Gbagbo va nommer des personnes méritantes. Voilà de quoi il s'agit. Donc j'ai tenu à parler de la lettre du président Laurent Gbagbo pour dire que lorsque vous voyez la lettre du président Laurent Gbagbo, vous devez comprendre que ça chauffe dans le camp d'Alassane Ouattara. Et je vais vous mettre quelques images pour comprendre le langage gestuel d'Alassane Ouattara. Quand ça chauffe, comment il se comporte? Regardez ça. Ah, c'est le 1er octobre. Bon, alors, aujourd'hui, c'est le 1er octobre. C'est donc l'ouverture d'une nouvelle campagne, n'est-ce pas? Bon, alors, Adjoumani l'a dit, vous attendez l'annonce publique qui guidera votre travail au cours des prochains mois. Mais, et si on annonçait demain, ce serait mieux. Alors, bon, mais tout ce que vous voulez qu'on annonce aujourd'hui, bon, la situation actuelle, comme vous savez, le prix mondial est à combien? Le prix sur le marché mondial est à moins de 3100 francs maintenant. Donc nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux. Mais conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, les plus bons chiens garantis de cacao bien séché et bien trié fixé à combien, hein? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Je vous demande si la campagne s'achève ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. Et
Voici le retour du couple Ouattara ce samedi 22. Regardez ces deux. Vous voyez leur menton. Vous voyez leur menton. C'est la même coupe de menton. Vous voyez leur menton. Pareil, même chirurgie. Et ce que vous constatez, c'est qu'il y a pratiquement un concours de sourire pour faire croire que tout va bien. Regardez là. Vous voyez, pour faire voir que tout va bien. La voilà ici encore. Celle qui a fait croire à Houphouët-Boigny que Ouattara faisait l'affaire, il n'allait pas être président, il allait être seulement Premier ministre. Et elle est devenue la tête pensante de la politique ivoirienne. Et c'est ce qu'elle continue, le jeu qu'elle continue avec les Ivoiriens, en faisant croire que tout va bien alors que tout va mal. Et elle gouverne le pays depuis Houphouët-Boigny. Voilà, le sourire est l'arme de ces personnes qui, il faut le dire, sont liées à Epstein. Alors que nous savons que Epstein, disons, se nourrissait de ce que vous savez. Et ceux-là, malgré toutes les preuves que nous avons contre eux, se présentent avec le sourire. Mais les yeux sont rouges. Voilà. Merci. Et nous continuons. Je vais m'arrêter ici. Vous avez vu Ouattara, quand il veut faire le mal, il rit. Quand il disait de prendre les chiens, qu'il y a les chiens qui rôdent après les présidentielles, il riait. Quand il a donné le prix du cacao, il riait, parce qu'il était prêt à faire un coup. Quand Ouattara rit, c'est parce qu'il va faire souffrir les populations ivoiriennes. Quand il rit, c'est parce qu'il va faire du mal aux populations ivoiriennes. Et quand vous le voyez venir avec Dominique Ouattara, tous les deux en train de sourire, comment pouvez-vous voir des gens qui sont accusés par des preuves, le commandant Free, toutes ces preuves que nous sortons sur eux, et qui se mettent à sourire? Mais c'est une communication pour dire non, tout se passe bien. Non, quand Ouattara rit, ou il veut te faire du mal, ou ça chauffe dans son camp. Et vous avez vu leur menton, c'est pratiquement les mêmes mentons. Ils ont les mêmes chirurgiens qui font leur esthétique. Vous voyez? Donc ici, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, Ouattara est mort politiquement. Et ce qui se passe au pays, c'est un peu ce qui se passe entre Trump et l'Iran. Quand l'Iran mène sa guerre et avance, Trump dit qu'il a gagné. Vous voyez, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est une politique, disons, propre à Machiavel. Vous voyez, la fin justifie les moyens. On passe par tous les moyens pour atteindre son but. Donc ici, lorsque vous voyez Ouattara sourire, c'est parce que ça ne va pas. Mais il faut faire croire à leurs militants ignorants que tout va bien. Parce qu'il paraît en bonne santé et tout. Qu'ils mettent un masque à un clown, qu'ils mettent un masque à un comédien, que ce soit Téné Birahima qui se présente à sa place, peu importe. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est bien cette communication. Je ne dis pas que c'est mal, l'oxymore de soldats de Gbagbo. C'est bien cette communication. Vous voyez? Mais quand nous nous mettons au niveau de la politique que le président Laurent Gbagbo est en train de faire, vous comprenez que dans leur camp, ça ne va pas. Qu'ils fassent leur jeu comme ils ont l'habitude de le faire, peu importe. Vous voyez? Parce que dans certains pays du monde, il y a des présidents qui se choisissent des soucis. Des soucis pour ne pas être, disons, assassinés. Il y a des présidents qui le font. Donc Ouattara, lui, le fait pour nous faire croire que tout va bien. Or, tout va mal. Vous voyez, ses jours sont comptés et il a été lâché par Macron, qui est cité énormément dans l'affaire, dans le coup d'État du Burkina Faso, par Damiba. Donc, il faut que vous compreniez que nous devons retrousser les manches pour aller de l'avant. Lorsque je reviendrai de voyage, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, j'aurai le temps de vous parler amplement du programme du président Laurent Gbagbo, dont il nous a déjà parlé. Mais il suffit de réviser les choses pour comprendre où il nous conduit. Merci et à la prochaine vidéo. Merci.